Bonjour à toutes et à tous. Nous débattons aujourd'hui, nous commentons l'actualité avec Judith Weintraub, grand reporter au Figaro Magazine. Bonjour Judith. Bonjour Valérie. Kevin Bossuet, professeur d'histoire en Seine-Saint-Denis. Bonjour Kevin. Valérie. La rentrée s'est bien passée? Ah mais très bien, Comme d'hab. Frédéric Dabi, directeur général de l'IFOP. Je rappelle votre dernier livre, La Fracture, qui est paru aux éditions Les Arènes. Et Jean-Claude Beaujour, avocat, vice-président de France-Amérique. Non, plus. Si, plus. Juliette, faut noter. On barre. On va l'actualiser. On va le réactualiser. Évidemment, dans l'actualité, Poutine, la menace nucléaire, est-ce qu'il faut le prendre au sérieux? Est-ce que c'est du bluff? On vous posait déjà la question dans le Grand Matin Sud Radio. Et puis Mélenchon, avec un sondage exclusif de notre partenaire IFOP. Vous allez nous révéler les différents items de ce sondage dans un instant. Frédéric, on va commencer avec vos coups de cœur, vos coups de gueule. Mais je voulais savoir si les hommes, pardon Judith de vous exclure, vous aimez la viande rouge. Jean-Claude? Moi, je mange de la viande rouge et j'aime la viande rouge. Ouais. Alors évidemment, pour des questions de santé, on essaie d'en consommer le moins possible, poisson, etc. Mais oui, je veux dire, on va pas se cacher, je vais pas m'excuser d'aimer de manger de la viande. Et Kevin? Et je respecte ceux qui n'en mangent pas. Oui, Kevin? Oui, je mange de la viande rouge, même si c'est plus compliqué, de plus en plus compliqué d'en acheter avec l'augmentation des prix, parce que maintenant, waouh. Moi, je voulais acheter du paleron, alors c'est pas tout à fait de la viande rouge, 22 € le kilo quand même. Non, c'est pas possible. Mais donc vous aimez la viande rouge? Ah mais bien sûr. Et bon Frédéric, je vous pose la question, mais vous êtes un peu responsable. J'ai le droit de manger la viande. Oui. Non, c'est mon collègue ami François Cros qui a commis une enquête passionnante qui essayé d'établir des corrélations entre des comportements politiques et des visions du monde. Et le fait de consommer beaucoup de viande rouge, j'en consomme un petit peu, mais c'est vrai que je mange beaucoup moins qu'avant. Mais quand je mange, je suis content d'en manger. Mais vous aimez ça parce que les hommes sont plus les hommes sont amateurs de viande rouge, plus ils sont sexistes. Alors non, voilà la une. Et que ces hommes en fait ont des idées très arrêtées sur le fait que les femmes doivent s'occuper des tâches ménagères. Donc les viandards sont sexistes. Moi j'adore la viande rouge. Vous aussi Judith? Non, pas trop. Je vais expliquer à ma femme que je suis un grand sexiste. Voilà. Dans un couple, il est normal que la femme effectue plus d'activités ménagères que l'homme. Voilà ce que pensent les viandards. Mais c'est quoi ce sondage, Frédéric? Je vous propose d'inviter mon collègue et ami François Cros. Il a surfé de manière assez maligne sur la polémique Rousseau-Roussel, que les Français aussi tranché, si je puis dire, dans le baromètre fiducial pour Match et Sud Radio, où dans un duel de préférence, les sympathisants de gauche comme les Français déclarent nettement préférer Fabien Roussel à Sandrine Rousseau. Voilà, bon, donc c'était un petit clin d'œil pour commencer avec votre sondage. Allez-y, puisque vous avez commencé à parler, vous avez un petit coup de cœur. Oui, c'est un coup de cœur qui n'est pas dans l'actualité politique. On reviendra sur le coup de cœur, mais vous vouliez évoquer Roger Federer. Roger Federer qui va jouer demain son dernier match officiel. Alors c'est un déchirement pour beaucoup de fans de tennis, de fans de Roger. Alors il y a une petite déception parce qu'il quitte la scène du tennis par la petite porte. C'est dans le cadre d'un double, d'une compétition mineure, mais qu'il a créé, la Laver Cup, qui se passe à Londres. Et c'est vrai que c'est intéressant de voir. Ça fait un peu plus d'un an qu'il ne joue plus. Son dernier match, c'était un match à Wimbledon qu'il avait d'ailleurs fini par perdre sur un 6-0. Donc vu ce qu'il est, c'était terrible. Et je trouve que l'émotion s'est emparée du monde du tennis, un événement attendu. Et puis, Roger Federer, ça reste spécial pour beaucoup de Françaises, de Français, de fans de tennis. Alors même que aujourd'hui, quantitativement, puisque c'est mon métier, son palmarès est un peu en deçà de celui de Rafael Nadal et de Novak Djokovic. C'était mon coup de cœur. Je vous ai autorisé un coup de cœur hors actu. J'ai fait très court quand même, Valérie. Hors actu politique. Kevin, vous, c'est... Oui, c'est un coup de gueule contre le déboulonnage de la statue de Saint-Michel au Sable d'Olonne, puisqu'on a appris vendredi dernier que la Cour d'appel avait décidé de déboulonner cette statue parce que, selon cette dernière, cela contrevenait à la loi de 1905, puisque Saint-Michel appartiendrait à l'iconographie chrétienne. Et en plus, ce qui est aberrant, c'est que cette statue est sur une place qui donne justement sur l'église Saint-Michel. En plus, il y a eu un référendum dans cette ville qui a montré que 95% environ des habitants de la ville voulaient conserver cette statue. Moi, je trouve ça très grave. Je trouve que c'est un assassinat identitaire, que c'est un assassinat culturel et qu'il y a beaucoup de gens qui ont une vision vraiment très restreinte de la laïcité
laïcité qui cache en fait une christianophobie ventripotente. J'ai l'impression qu'on utilise la laïcité pour déraciner notre pays, sauf que je suis désolé, notre pays c'est d'abord et tout la rencontre entre un roi et une religion, et nos racines sont profondément chrétiennes. Donc voilà, moi je trouve ça scandaleux, je trouve que ça en dit long sur notre époque. Pour c'est ce que j'ai dit, c'est la laïcité, et puis comme quoi Saint-Michel appartiendra à l'iconographie chrétienne. Or même si Saint-Michel appartient à l'iconographie chrétienne, je crois qu'aujourd'hui c'est davantage culturel que religieux, mais même si c'était religieux, notre pays est chrétien, point final. Oui, et je rappelle que la statue de Voltaire n'est toujours pas revenue sur son socle à Paris, qui est Voltaire. Je ne sais pas pourquoi, soi-disant la statue est trop fragile pour être réinstallée, mais aussi parce qu'il y a des menaces de dégradation, donc on en est là. Et puis je réécoutais le papier d'Elisabeth Lévy aussi sur cette enseignante menacée de mort pour avoir voulu faire enlever son voile à une élève. Samuel Paty semble bien loin quand on parle de laïcité. Judith, vous voulez réagir à ce que disait Kevin? Non, j'approuve tout ce qu'a dit Kevin. Je voulais juste apporter une autre information. Dans le même temps, la maire de Stein, qui est une NUPES du Parti communiste, a décidé de baptiser symboliquement, donc c'est pas un acte administratif, ça peut pas tomber sous le coup de la loi du préfet du Conseil d'État, une rue du nom d'une épouse de Mahomet. Oui, j'ai vu passer ça, effectivement. Donc on marche un peu sur la tête quand même, non, dans un certain nombre. On marche pas sur la tête, là. Le projet est tout à fait clair et déterminé. Scandaleux. Oui, c'est le maire de Stein, c'est Azzedine Taïbi, effectivement. Non, il s'est retiré. Il a rendu sa carte du PCF, il a été remplacé par Bourouara. Merci de me le dire. Voilà. Soumia Bourouara. J'étais resté sur ça. Pour prendre Judith en défaut. Non, mais j'étais étonné parce que ça doit être très récent, en tout cas. Jean-Claude, oui, moi, si vous voulez, j'ai le sentiment qu'on veut réécrire l'histoire et qu'on veut forcer une population, on veut forcer un peuple de France là où il ne se retrouvera pas, et qu'en réalité on organise la confrontation, parce qu'effectivement quand d'un côté on se dit on retire pas le voile, ou bien on est sanctionné, ou oui, il y a une règle et qui s'applique pour tout le monde. Moi, vous savez comment je suis partisan de l'état de droit, et puis de l'autre côté on va prendre une mesure. Alors ce ne sont pas les mêmes qui prennent tout, qui disent tout et qui font autre chose, mais on sent bien que le risque, en tout cas moi ce que je dénonce, et on en parlera tout à l'heure, le risque c'est d'un affrontement mais dramatique du peuple de France. Et le pire est à venir. Pour moi, le pire est à venir, parce qu'à un moment donné, vous voyez, c'est un petit peu tout, ça n'est pas anodin. Quand tout à l'heure, on tentait de stigmatiser ceux qui mangent de la viande ou ceux qui mangent des graines, etc., qu'est-ce que ça fait au bout? Eh bien, au bout, on se dit qu'il y a des bons et des mauvais, et surtout ceux qui vous accusent considèrent qu'ils ont la parole, la vérité, et que vous êtes dans l'erreur et dans le drame, et donc ils doivent vous redresser, ils doivent vous reconstruire. Et Jean-Claude, le pire de tout, c'est que tout ça, c'est au nom du vivre ensemble. Absolument, absolument. Et donc nous allons tout droit à la guerre civile. Oui, Jean-Claude parlait d'or, et c'est vrai que quand on interroge les Français, j'ai en tête une enquête fiduciale pour le JDD Sud Radio sur les racines chrétiennes de notre pays, mais on a une énorme majorité de Français qui, bien sûr, reconnaissent ces racines chrétiennes. C'est effectivement quelles l'histoire. que soient leurs racines à eux, quelles que soient leurs racines. Et si le 15 août est férié, l'Ascension et la Pentecôte sont des jours fériés, c'est également lié à cette histoire et à ces racines. Oui, non. Non, mais moi, je rebondis sur ce qu'a dit Jean-Claude. Moi, en tant qu'enseignant, je le vois, il y a une forme de concurrence mémorielle. Quand on enseigne la Shoah, tout de suite, il y a beaucoup d'élèves qui nous disent « Mais pourquoi enseignez plus la Shoah? Pourquoi vous ne parlez pas du génocide arménien ?» On a quantifié ça. On a quantifié dimanche dans le JDD, pardon de citer beaucoup d'Aïcha. En fait, à l'occasion de la cérémonie du souvenir qu'organise chaque année France 2 avec la communauté juive, on a un tiers des jeunes âgés de 15 à 24 ans qui considèrent que trop enseigner la Shoah empêche
d'enseigner ou de parler d'autres crimes d'envergure. Alors, c'est une minorité, 33%, mais dans une minorité. On n'est pas sur une logique électorale où seulement ce qui dépasse 50% est intéressant. Ça fait quand même 1 jeune sur 3. Alors, c'est quand même très encourageant. C'est moins les 15-17 ans, ceux qui sont au lycée, que les 21-24 ans, car malgré tout, au lycée, on enseigne la Shoah. Ouais. Même si c'est souvent, et les enseignants le disent, de plus en plus difficile. Avec des difficultés. On va en reparler dans un instant. On doit marquer une petite pause. Il est presque 9h15 sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio, ça débat chez Expert, 9h-10h, Valérie Expert. Nous débattons avec Judith Weintraub, Kevin Bossuet, Frédéric Dabi et Jean-Claude Beaujour. On va parler d'un sondage réalisé par l'IFOP sur justement les traits de caractère, les traits d'image de la pas de la NUPES, de LFI et de Jean-Luc Mélenchon. Vous vouliez peut-être dire juste un mot pour terminer sur l'enseignement de la Shoah. On parlait de la laïcité. Je voulais savoir comment vous, concrètement, qui êtes face à des élèves, c'est de plus en plus compliqué d'enseigner certains choix. Là, certains sujets. Là, on évoquait évidemment la Shoah. Moi, je vois pas tellement, si vous voulez, d'antisémitisme. Je vois beaucoup de préjugés antisémites que j'essaye de démonter le plus possible, mais je vois surtout sur une concurrence mémorielle avec toujours l'idée que les Juifs passent avant les autres, que les Juifs ont un pouvoir par rapport aux autres et qu'ils ont une place trop importante au sein de l'enseignement. Et moi, ce qui me marque, c'est la fracturation de plus en plus dans les communautés, par exemple entre Algériens et Marocains, entre les petits chrétiens et les petits musulmans, parfois entre les Blancs également et les autres, parce qu'il y a une montée aussi du racisme anti-blanc, moi, qui me marque profondément, et aussi beaucoup, je trouve, une montée de l'homophobie et du sexisme qui s'explique aussi par un repli identitaire et beaucoup de jeunes qui se réfugient dans les valeurs de l'islam sans forcément les maîtriser. Et donc je crois que c'est pire parce que les musulmans qui maîtrisent vraiment leurs valeurs, etc., finalement ils sont très tolérants parce qu'ils connaissent leur religion, ils sont ouverts sur les autres, et ceux qui sont dans une revendication identitaire, qui utilisent une religion pour se créer une identité sociale, ça c'est dramatique. Ils ne connaissent pas leur religion, ils l'utilisent à tort ou à travers pour exclure les autres, et voilà, ça devient en tout cas de plus en plus compliqué. Et j'aimerais ajouter une chose, surtout quand ces élèves, évidemment, sont encadrés par certains profs gauchistes qui leur donnent évidemment raison, qui leur disent qu'Israël est évidemment horrible et que les Israéliens tuent les enfants palestiniens, mais ces gens osent enseigner ce genre de choses et remettre en cause leur neutralité. Pour moi, ça me pose problème. Il y a des Juifs là où vous enseignez ? Oh non, il n'y en a plus. Juste une remarque quand même par rapport à ce qui vient d'être dit. Moi, je pense que justement, on a changé. Vous voyez, là où on a changé d'époque, c'est qu'il fut une époque où on mettait l'accent sur le savoir. Parce que pourquoi pas, on peut très bien me dire, on enseigne plus telle chose que telle autre. Mais à la limite, moi, si je suis parent ou si je suis dans l'environnement, je dis, je vais te conseiller les bons bouquins, les bons séminaires, les bonnes conférences, etc. Et tu auras la possibilité de te nourrir de tout cela. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. On n'oppose plus le savoir par le savoir, le fait par le fait. On oppose les émotions. Donc, en fait, c'est du ressort du ressenti plus que de la réalité, ou encore de se dire, ça ne me plaît pas, mais alors comment vais-je faire pour redresser le courant? Ou qu'est-ce que je vais pouvoir apporter? C'est plus ça. On est effectivement dans l'affrontement. Je suis victime. Alors, voilà, ça peut-être votre coup de gueule qui rejoint un petit peu ce que vous voulez. Non, vous vouliez évoquer le tweet d'une écolo, Judith Weintraub. Oui, qui rejoint un petit peu. Oui, vous avez raison. C'est Raphaël Rémy Leleu, qui est une élue parisienne Europe Écologie Les Verts, très amie avec Alice Coffin, avec Sandrine Rousseau, c'est pour la situer. Qui évidemment appartient à la NUPES. Puisque Europe Écologie Les Verts appartient à la NUPES, et qui, en réaction à toutes les affaires de violence contre des femmes qui secouent actuellement la NUPES, Europe Écologie Les Verts, mais aussi la France Insoumise, a refait un tweet qui est d'une simplicité biblique. Les hommes violent, les hommes tuent. Elle l'avait déjà fait il y a quelque temps. Twitter avait suspendu son compte, ça n'a pas raté. Elle l'a refait. Twitter a re-suspendu son compte. Pourquoi je raconte cette anecdote? C'est parce qu'elle me semble tout à fait symptomatique de l'idéologie qui anime
une partie des soi-disant féministes, c'est-à-dire des néo-féministes de l'extrême gauche, qui sont engagés dans une guerre des sexes. Et une victimisation où toutes les femmes sont des victimes avérées ou potentielles et tous les hommes des agresseurs avérés ou potentiels. Ouais, c'est destructeur de notre société. Mais ça rejoint... Et toujours se vivre ensemble. Hein, c'est au nom du vivre ensemble. Jean-Claude, sur la globalisation. Oui, c'est ça, c'est sur la globalisation. Parce qu'elle aurait tweeté des hommes violent, des hommes tuent. Oui, c'est vrai. Mais les hommes, c'est ce que vous disiez, Jean-Claude. La police tue. Je vais vous dire. Je vais vous dire, vous savez, ce sont tous ces gens qui vous disent, je suis, parce que j'imagine que Madame Leleu, que Madame Rousseau, et on viendra à mon coup de gueule, sont antiracistes, etc. Antisexistes, antiracistes. Et elles vont vous dire, je lutte contre le racisme. Mais c'est la même chose, des gens qui vous disent, les juifs, les noirs, les hommes, les verts, tout ce que vous voulez, on globalise, alors même que je rappelle que Jacqueline de Romilly, qui était une grande helléniste, disait que l'art de la nuance permet de faire avancer. Et là où je suis scandalisé, je vais vous dire, c'est tellement grave. C'est pas simplement une question d'idéologie. C'est une fragmentation de notre société, un autre modèle de société qu'on nous propose. Parce que dans mon coup de gueule, Sandrine Rousseau décide d'elle-même, elle décide de dire « Monsieur Bayou a fait telle chose ». Ça n'est pas pénal, mais je décide que, tout d'abord, moi, pour que les choses soient très claires, je suis contre toute violence faite, à commencer par les violences faites aux femmes. Mais nous sommes dans une société, dans un état de droit. Si Madame Rousseau a eu connaissance de faits qui peut potentiellement être de nature criminelle, elle se devait... Elle est obligée, la loi l'oblige. Elle se devait de faire un signalement. Madame Rousseau n'a ni les moyens, ni les compétences, ni l'expérience pour mener une commission, pour mener une enquête. Et moi, je peux vous dire, même en tant qu'avocat, quand quelqu'un vous parle d'un fait, et un fait de cette nature, votre obligation, c'est de dire, vous dénoncez, parce que la police et les services sociaux ont des moyens, ont une expérience pour pouvoir faire des enquêtes. Il y a des principes dans un état de droit, y compris le principe du contradictoire. On entend celui qui est accusé. Oui, madame, pardonnez-moi de vous dire, on entend celui qui est accusé, et on ne décide pas de soi-même qu'il y a des actes qui sont de nature criminelle, et puis il y en a d'autres qui ne le sont pas, mais on va balancer à la télévision, à la radio. Là où c'est dangereux, je m'arrête là-dessus, c'est qu'en réalité, c'est de la justice privée. Est-ce que c'est ce que nous voulons, de la justice privée, où chacun fera, et vous le disiez avec ces jeunes, eh bien chacun demain vous dira, le professeur me plaît pas, le programme me plaît pas, je décide, je prends une sanction. Non, moi, ça n'est pas cette société-là dans laquelle je souhaite pouvoir évoluer. Frédéric Dabi. Oui, alors, moi je parle à titre personnel, mais j'ai été profondément choqué par les propos de Sandrine Rousseau. Pas de contradictoire. Faire un lien entre elle allait mal. D'ailleurs, 15 jours après, elle a fait une tentative de suicide. Est-ce qu'elle a prévenu cette personne, une ex-compagne de Julien Bayou, qu'elle allait le dire comme ça? Et j'ai été encore plus surpris de l'absence de réaction de la journaliste, qui n'est pas une journaliste, qui est une animatrice. Et c'est vrai qu'un journaliste aurait dû tout de suite avoir ses précautions. Il y avait Patrick Cohen qui était sur le plateau, qui le lendemain a réagi. Mais en fait, l'émission, ce qui s'est passé, c'est que c'est arrivé, il restait une minute 30. Mais on ne lance pas Sandrine Rousseau sur un sujet pareil à 90 secondes de la fin d'une émission. C'est extrêmement grave parce qu'il y a en plus un côté Fouquier-Tinville, c'est-à-dire je vais désigner à la vindicte, quand bien même les actes se sont passés, quand bien même c'est extrêmement grave. Et on ne sait pas de quel acte il s'agit par ailleurs. Elle a elle-même dit une enquête journalistique est en cours. Oui, on voit très bien que on est complètement, rien ne va. Mais si c'était pas pénalement répressible, madame, on n'est pas dans un ordre moral ni dans un ordre religieux. Soit c'est pénalement répressible et la loi prévoit des choses. Et la contradiction, je suis surpris qu'un député, un représentant du peuple, qui est professeur d'université par ailleurs, donc madame Rousseau, elle n'est pas ignorante, eh bien, elle lâche quelque chose, une information de ce type. Elle nous dit que la personne a fait une tentative de suicide, donc c'est suffisamment grave. Donc si c'était suffisamment grave, elle aurait dû faire ce signalement. Et dans le même temps, on nous dit, circuler, il y a rien à voir. Pardon, autre circonstance aggravante, Sandrine Rousseau veut la place de Julien Bayou à la tête d'Europe Écologie. Il ne nous aurait pas échappé qu'il s'agit plutôt d'une instrumentalisation de cette souffrance de cette femme à son profit. Quand on se prétend féministe,
se servir d'une histoire comme celle-là pour arriver à ses fins et dégager la personne dont on veut prendre la place. J'ai comme l'impression que c'est un peu ça rejoint un peu le comportement masculin que ces gens-là dénoncent, puisqu'ils disent que les hommes en politique, tout est bon pour y arriver. Ben, j'ai l'impression que c'est un peu la même chose. Alors, petite pause, 9h25 sur Sud Radio. On se retrouve dans un instant, on continue, puis on va évidemment parler de votre sondage, Frédéric. À tout de suite. Sud Radio, ça débat chez Expert, 9h-10h, Valérie Expert. Avec vous, avec Judith Weintraub, Kevin Bossuet, Frédéric Dabi et Jean-Claude Beaujour. Terminons sur le... Vous voulez réagir à notre débat précédent, la publicité, Frédéric, et puis aussi Kevin, sur le coup de gueule de Jean-Claude Beaujour, à savoir la justice privée qui remplace la justice publique, et en particulier le cas Sandrine Rousseau face à Julien Bayou. Oui, alors c'est quelque chose qui, à mon avis, est en décalage avec ce qui intéresse les Français, qu'il y ait quasiment une sorte de buzz permanent autour de cette personne. Elle le paye, dans le baromètre fiducial pour Match et Sud Radio. Elle est une des rares femmes politiques qui a plus de mauvaises que de bonnes opinions. Mais c'est vrai qu'elle a réussi à beaucoup organiser le débat, à placer l'agenda médiatique autour d'elle pour une députée entre guillemets de base, Paris 13e, qui est en plus mon arrondissement, c'est quelque chose d'assez fort, mais en tout cas, je suis frappé par la tétanie et le silence de la plupart des leaders de gauche, à l'exception de Fabien Roussel, sur cette affaire et cette manière de dénoncer, et qui rentre, comme l'avait dit Judith, qui s'inscrit dans une lutte aussi interne, après avoir quand même saboté la campagne de Yannick Jadot, parce que pendant très longtemps, on se demandait, automne 2021 et même jusqu'au mois de février, qui était le candidat d'Europe Écologie Les Verts. Sandrine Rousseau s'attaque, et c'est son droit, mais elle le fait avec des moyens assez étranges. Frédéric, nous le paierons très cher, parce que à partir du moment, on peut pas d'un côté dire que des gamins dans un établissement dénoncer Samuel Paty, parce que c'est une forme de justice privée. Ce que tu as dit me plaît pas, eh bien je prends un pistolet. Puis c'est ça le dérapage de la société française. On peut pas dire qu'on a un grand plan anti-violence et laisser s'installer, parce que ce sont en plus des personnes qui ont dont le propos porte une forme de légitimité. Elle est parlementaire, elle est professeure d'université, élue politique de premier plan. Eh bien, c'est un propos qui a du poids. Et allez expliquer après, on a un professeur sur le plateau, allez expliquer à des jeunes après, faites-leur la leçon leur disant, il y a des règles, tu ne peux pas faire ceci ou tu ne peux pas faire cela, quand un responsable politique fait cela. Pour moi, c'est ça le vrai danger. On est bien d'accord. Oui, je suis d'accord par rapport à ce qui a été dit, mais si on en est là aussi, c'est parce que l'État est profondément laxiste. Quand je vois ce qui se passe dans certaines banlieues, notamment dans nos cités, je vois la cité Charles Schmitt à Saint-Ouen, où les habitants ont été obligés de négocier directement avec les dealers pour avoir la paix. Quand je vois ce qui se passe dans le quartier de Stalingrad, où ils sont obligés de s'organiser pour lutter contre ceux les migrants qui foutent leur quartier en bordel total. Enfin, à un moment donné, l'État n'est pas assez fort, et on respecte les règles si l'État aussi respecte les règles qu'elle met en avant. C'est aussi le cas de la justice. Enfin, j'ai entendu le papier de Françoise Degois ce matin où elle expliquait que oui, il va y avoir des débordements, mais qu'il y a eu un tel couvercle qui a été mis sur ce genre de violence. Je sais que vous ne serez pas d'accord, Judith, mais quand vous voyez que 1% des plaintes pour viol il y a une condamnation, qu'est-ce qui reste à ces femmes qui veulent s'exprimer? Aujourd'hui sort le livre d'Hélène Devinck par rapport à PPDA, tout est prescrit. Qu'est-ce qu'on fait? Non, mais sur les condamnations, est-ce que vous êtes violé, vous allez porter plainte? J'en suis pas sûr. Je vais, Valérie Expert, je vais vous répondre. La justice, nous avons eu une justice, et je dis bien une justice, pas dans leur globalité, les juges font leur boulot. On a eu une justice qui a été malmenée. Alors c'est vrai qu'il y a un plan justice, qu'il y a plus de magistrats, et je crois que c'est le ministre des droits des femmes, ou je ne sais plus quelle personnalité politique qui disait il faudrait un parquet spécialisé pour pouvoir travailler sur ces sujets, parce que tout le problème qui se pose lorsque vous avez un crime parce que c'est un crime de violer, vous avez quelqu'un qui ne vient pas nécessairement porter plainte tout de suite, vous avez le problème de la preuve, et jusqu'à preuve du contraire, c'est celui qui accuse qui doit arriver avec un faisceau d'éléments. Vous avez des enquêteurs, on parlait d'enquête, vous avez des enquêteurs qui ne sont pas nécessairement spécialisés, et là encore, il faut des gens qui soient experts. Donc juste un mot pour terminer
vous disant, en réalité, il faut véritablement, très rapidement, qu'on s'équipe de personnel, de moyens, et là encore c'est important, de moyens pour que très rapidement renverser la vapeur. Mais ça ne se fera pas en un jour, malheureusement. Oui, non, moi j'ai des réticences quand j'entends ce chiffre. 1% des plaintes de viol aboutissent à une condamnation. Non pas que je le conteste, mais simplement on ne peut pas établir de présomption de culpabilité, y compris à l'égard des présumés violeurs. Donc vous ne pouvez pas souhaiter, par exemple, que 100% des plaintes pour viol aboutissent à une condamnation. Entre 1% et 100%, parce que ça voudrait dire... Oui, Entre bien sûr, mais quel est le bon taux? Le bon taux, c'est quand on fait le travail correctement. Judith a d'autant plus raison, parce que c'est important pour vos auditeurs et pour les femmes. Judith a d'autant plus raison que rappelons que c'est une règle d'or, il y a une présomption d'innocence. Donc c'est vrai que la personne qui est accusée, non seulement elle est présumée innocente, et c'est vrai que la victime, elle est présumée victime. Et c'est parce qu'on va faire des enquêtes de qualité que ça aboutit. Parce que je peux vous dire que devant les tribunaux, quand vous avez un dossier qui tient la route, le tribunal peut rarement se défiler. Sauf qu'un viol n'est pas de la fraude fiscale. Donc prouver un viol est souvent compliqué. Non, mais je viens de vous le dire, c'est pour cette raison qu'il faut des enquêteurs, des personnes qui sont spécialisées, qu'il faut que le signalement fonctionne. Il faut que le signalement fonctionne. Ouais. Oui. Et moi, il y a autre chose qui me choque quand même. C'est-à-dire quand on veut faire des violences sexistes une priorité nationale et qu'on a Monsieur Dupond-Moretti, garde des Sceaux, qui nous a quand même raconté que certaines femmes regrettaient de ne plus être se siffler dans la rue et quand à 30 ans on était incapable de repousser un homme, on était une potiche. Moi, ça me pose quand même problème que cet homme soit aujourd'hui ministre de la Justice alors qu'Emmanuel Macron nous raconte que les violences contre les femmes sont une priorité. Moi, je pense qu'il y a une ambiguïté qui n'est pas possible. On retrouve la question de l'exemplarité. Oui. Voilà. Bon. Allez, je voudrais qu'on parle donc de ce sondage. Je n'attaquerai pas Éric Dupond-Moretti sur ce registre-là. Pas Éric Dupond, Frédéric. Sondage IFOP pour Sud Radio sur Jean-Luc Mélenchon avec des enseignements plutôt passionnants et intéressants. Cette balise a été réalisée dans le contexte de l'affaire Caténin. C'est vrai qu'on a reposé des traits d'image historiques associés à Jean-Luc Mélenchon. On voit très bien une très nette dégradation de son image. Il vous inquiète pour une majorité de Français. Il est attaché aux valeurs démocratiques. C'est pas rien comme item. Seulement 38% des Français répondent par l'affirmatif. C'est 11 points de moins que pendant la campagne présidentielle. Alors, Françoise Degois a gentiment tensé cette idée, mais dans le contexte de l'affaire Quatennens, c'est le décalage perçu entre son tweet et ce qu'avait en tête beaucoup de leaders de la France insoumise. 60% des Français le jugent dépassé. Alors, est-ce que c'est le crépuscule de Jean-Luc Mélenchon? Je ne le dirais pas. On se souvient comme après l'affaire de la perquisition à son domicile, au siège de la France insoumise, son image s'était effondrée. Il a quand même fait presque 21 ou 22% avec son présidentiel. Mais en tout cas, une nouvelle question qu'on a posée montre que Jean-Luc Mélenchon peut être perçu comme un obstacle au retour de la gauche au pouvoir, puisque 2/3 des Français considèrent qu'il est un handicap pour permettre à la gauche de revenir au pouvoir. Est-ce que cette gauche radicale peut revenir au pouvoir? Beaucoup de Français ne le croient pas. Et même 60%. Et à chaque fois, on a 4 sympathisants de gauche sur 10 qui considèrent que c'est un handicap à la fois pour la France insoumise et pour la NUPES. C'est en ça qu'on est sur un nœud d'opinion assez particulier. C'est Jean-Luc Mélenchon qui a quand même poussé de manière assez extraordinaire à réunir la gauche et à créer cette alliance qui a eu des résultats, il faut le dire maintenant, mitigés aux législatives, mais qui a permis au PS, au PC, à la France insoumise et aux Verts d'éviter le pire, parce que une gauche divisée, ça faisait une 50aine de députés, il y en a 154 ou 164, mais maintenant la question de l'après-Mélenchon se pose et ce sondage le montre. Alors, parce qu'une auditrice me dit, ça vous fait plaisir. Non, ça me fait pas plaisir à moi, ce sont les sympathisants de la France insoumise et de la NUPES qui estiment que c'est plutôt un handicap à 60% pour la France insoumise, 67% pour la NUPES. Donc c'est quand même c'est des gens de gauche que vous avez interrogés. Alors là, ces chiffres, c'est l'ensemble des Français. Oui, l'ensemble des Français. Au contraire, Valérie. Ah oui, est un handicap pour la France insoumise. Au contraire, chez les sympathisants de gauche, ils gardent une opinion favorable et une réponse positive à la plupart des items. Et ce que ça montre, c'est qu'en fait, cette espèce de course folle au gauchisme, à l'islamisme, dans laquelle s'est lancée la
France insoumise a complètement explosé la gauche et que les admirateurs du leader Massimo, Jean-Luc Mélenchon, se sont constitués en bloc majoritaire à gauche et que ça n'est pas prêt de finir. Oui. Juste un mot là-dessus pour répondre à votre auditrice. Moi, c'est pas une question de plaisir ou pas plaisir, c'est une photographie et une réalité politique. La réalité politique, c'est que c'est vrai que Jean-Luc Mélenchon occupe l'espace à gauche, là où il y a une gauche dont il aurait besoin pour gagner des élections. Je pense notamment à l'ancien Premier ministre Cazeneuve. Quand vous écoutez Monsieur Cazeneuve, pas tout à fait sur la même ligne. Il est très éloigné de Monsieur Mélenchon. Les valeurs qu'il exprime, donc c'est pas moi qui le dis, c'est Monsieur Cazeneuve lui-même qui exprime le fait d'être quand même un peu éloigné de Monsieur Mélenchon. Sauf que si Mélenchon ne va pas au-delà de son simple camp, eh bien il se condamne à être dans la minorité. Et ça, c'est mathématique et c'est de la. Il est majoritaire dans son camp et minoritaire dans le pays. Dans le pays, mais c'est une fracture la NUPES, puisque même il y a un soutien très fort, est-ce que Jean-Claude, auprès des sympathisants de la France insoumise, même si 3 sur 10 considèrent que Jean-Luc Mélenchon est maintenant dépassé. On est quand même à un niveau qui n'est pas non négligeable, mais on voit très bien, alors les deux gauches irréconciliables dans les réponses auprès des sympathisants de gauche sur Jean-Luc Mélenchon est-il un atout ou un handicap pour permettre à la gauche de revenir au pouvoir, où on a 4 sympathisants de gauche sur 10, c'est une minorité, mais on s'intéresse à ces minorités. La gauche républicaine et universaliste a perdu le match. Mais complètement. Oui, absolument. Ouais, Kevin, moi, j'avais Bossuet. beaucoup de respect pour Jean-Luc Mélenchon il y a quelques années. C'est quelqu'un de cultivé, il est professeur de philosophie. C'était un vrai républicain et un vrai laïcard pour le coup. Et puis progressivement, il a complètement vrillé pour aller essayer de séduire un électorat de banlieusards pour en faire des victimes, pour leur promettre non et merveille en surfant sur le conflit israélo-palestinien. Moi, je les vois en Seine-Saint-Denis, certains élus de la France insoumise avec un discours un petit peu ambigu, notamment sur les Juifs, un discours un petit peu ambigu vis-à-vis de la République. Et le problème, c'est que ça fait des ravages. Et la vérité, c'est que dans le champ politique aujourd'hui, le cordon sanitaire n'est plus autour du Rassemblement national. Le cordon sanitaire est autour de la NUPES. Quand on ose recevoir l'antisémite Jérémy Corbyn, mais comment peut-on accepter ça quand on ose se prévaloir de son soutien, bien sûr. Se prévaloir de son soutien quand on ose défiler dans une marche contre l'islamophobie qui était finalement une marche d'islamistes. Comment on peut accepter ça? La vérité, c'est qu'aujourd'hui, le danger pour la République, le danger pour la nation française ne vient plus de la droite, elle vient de l'extrême gauche et je pense qu'on est en train d'en prendre conscience et il faut vraiment se retrousser nos manches pour lutter contre ces gens qui sont en train de diviser notre société. Et par ailleurs, il faut lire ce très intéressant sondage à la lumière des déclarations de Jean-Luc Mélenchon sur la prochaine présidentielle. Oui. Quand il dit je ne souhaite pas être candidat à nouveau en 2027, date de la prochaine présidentielle. Il explique ensuite, je crois que c'était sur la 5e, j'ai dit ça parce qu'il fallait bien dire quelque chose, j'ai dit n'importe quoi. Donc il n'exclut pas, non seulement il n'exclut pas, mais tous les indices concordent et le travail des journalistes qui le suivent le confirme qu'il veut se représenter. Il nous fera le coup de Mitterrand. Vous vous rappelez Mitterrand avant 88, je ne serai pas candidat sauf circonstances exceptionnelles. Eh bien, là, il y aura des circonstances exceptionnelles, comme personne ne pourra. Mitterrand a été 3 fois de suite candidat. Là, ça ferait 4 fois de suite et la référence c'est pas Mitterrand. Non, mais je le dis, c'est plutôt Arlette Laguillet. Allez, petite pause. Sur je ne serai pas candidat. Oui, mais bien sûr, il l'avait dit. Petite pause, on se retrouve dans un instant sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio, ça débat chez Expert. Sud Radio, ça débat chez Expert. 9h-10h, Valérie Expert. Avec vous jusqu'à 10h, l'émission Média ensuite avec Patrick Sabatier aujourd'hui qui viendra nous parler de son premier roman. C'est plutôt très autobiographique. On y reviendra à 10h. Parlons de la Russie, de l'Ukraine, de Poutine avec des menaces à peine voilées. Il appelle à une mobilisation partielle des réservistes russes pour l'offensive en Ukraine. Et puis, il a clairement laissé entendre qu'il pourrait
doit utiliser toutes les solutions pour gagner. Judith, alors c'est du bluff, est-ce qu'on peut le croire? Difficile de dire. Vladimir Poutine vit dans une réalité parallèle où il faut mener une opération spéciale pour dénazifier l'Ukraine, alors qu'il s'agit d'une guerre. Un univers où la dite opération prendra quelques semaines ou 2-3 mois au plus, alors qu'elle dure depuis le 24 février. Un univers où la Russie est agressée alors que personne n'agresse la Russie. On lui demande juste de cesser d'agresser l'Ukraine. Dans ce sens-là, la réponse à la question est-ce que c'est du bluff ou pas du bluff n'est pas possible. Parce que il est dans une autre réalité. Il n'y avait aucune raison raisonnable d'agresser l'Ukraine, de tenter d'envahir l'Ukraine. Il n'y aurait aucune raison raisonnable d'utiliser l'arme atomique. On ne peut pas l'exclure. Dans les éléments d'actualité que vous avez rappelés, si vous permettez, il en manque un, c'est les manifestations en Russie contre la guerre en Ukraine qui commence à prendre un peu d'ampleur, alors que les gens sont arrêtés à tour de bras et dans bien des cas emmenés, et on n'a plus de nouvelles des personnes qui ont manifesté. Donc il faut un courage remarquable pour le faire. Et deuxième élément, parce que je ne crois pas au retour de Vladimir Poutine dans notre monde à nous, et je ne crois pas qu'il accepte de son plein gré de dire c'était une erreur ou j'ai perdu, puisque par ailleurs il est en position de faiblesse sur le plan militaire temporaire, mais en position de faiblesse. Donc deux éléments. En interne, en Russie, ça commence à protester parce que la mobilisation de 300 000 réservistes fait que ça va toucher toutes les familles. On n'a pas les chiffres évidemment, de 80 000 morts ou blessés russes en Ukraine déjà. Donc vous imaginez qu'une grande partie de la population russe devient intimement concernée. Et deuxième élément, les pays alliés de la Russie, je pense à la Chine, je pense à la Turquie, je pense à l'Inde, commencent à faire savoir que ça va bien comme ça et que une guerre qui dure ne dessert leurs intérêts. Xi Jinping a un congrès du Parti communiste où il doit se faire confirmer le mois prochain. Il n'a pas envie d'apparaître fût-ce dans une Chine qu'il tient sous son joug d'une main de fer, comme l'allié de Poutine et donc l'adversaire total des États-Unis. La Turquie plaide pour une solution négociée, ou en tout cas des négociations depuis le début. Le président indien a dit la semaine dernière dans un sommet, le contre-OTAN à Shanghai, ce n'est plus le temps de la guerre. Mais c'est vrai que cette mobilisation, quand elle a été annoncée, a suscité, vous l'avez entendu certainement, une ruée sur des billets d'avion pour quitter la Russie. Oui, pour ne pas être enrôlé. Pour ne pas être enrôlé, et d'autres qui cherchaient comment se casser un bras ou comment se casser une jambe pour ne pas être enrôlé non plus. Donc la réalité de la mobilisation a évidemment fait beaucoup réagir. Kevin ? Oui, bien sûr, la vérité c'est que si Vladimir Poutine agit comme ça, c'est que tout simplement il est dans une situation de faiblesse. D'ailleurs, on retrouve de plus en plus de lettres de soldats russes qui racontent qu'ils ne trouvent aucun intérêt à cette guerre. Cette guerre n'a aucun sens. Les Russes voient revenir les cercueils, donc forcément il y a un problème vis-à-vis de son opinion publique. Est-ce que les Russes vont encore soutenir Vladimir Poutine, ou est-ce que ça va véritablement se déliter? Mais surtout, quand Vladimir Poutine met en avant l'arme nucléaire, il parle aux opinions publiques occidentales, il parle au peuple d'Europe de l'Ouest, puisque le but, évidemment, c'est de dire aux Français, aux Anglais, aux Espagnols, etc., qu'ils ont beaucoup à perdre si leurs gouvernants continuent les sanctions économiques. Déjà, il va y avoir des conséquences économiques terribles, mais surtout, là, leur vie est terriblement menacée. On est évidemment dans le cadre de la propagande, et je pense que, est-ce que Vladimir Poutine est fou, etc. Je pense pas qu'il soit complètement fou, il sait très bien ce qu'il fait. Je pense pas qu'il ira jusqu'à utiliser l'arme nucléaire, mais peut-être par contre qu'il utilisera à certains endroits l'arme chimique. Ça, c'est quelque chose qui est tout à fait possible. Oui. Jean-Claude ? Frédéric. Frédéric Dabil. Merci Jean-Claude. Non, je rebondis sur ce qu'a dit Kevin Bossuet, ce qui est très très juste. Il s'adresse aux opinions publiques occidentales et celles-ci répondent. On avait
parlait d'un sondage début septembre sur le pessimisme pour l'avenir, jamais aussi élevé pour les Français en une rentrée depuis 1995. Et c'est vrai que quand on interrogeait les Français plus qualitativement, la crainte d'une guerre mondiale, les évocations de cette guerre russo-ukrainienne étaient absolument massives. Alors, il n'y a pas de changement du point de vue de l'opinion publique française. La Russie est vue comme l'agresseur. Il y a une fracture sur est-ce que ces sanctions sont légitimes. Les sanctions économiques, une majorité de Français considèrent qu'elles ne sont pas efficaces. Par contre, le fait d'envoyer du matériel militaire et des sanctions financières de la Russie sont jugées justifiées. Donc l'opinion publique tient, mais il y a un niveau d'inquiétude extrêmement élevé. Oui, je crois qu'il est évident qu'il y a une volonté de déstabilisation de nos sociétés de la part de Vladimir Poutine, en tout cas par le fait de s'adresser aux opinions publiques dont on connaît effectivement qu'elles sont sensibles à ces sujets. Au départ, on a un homme qui, à l'évidence, et dans une forme de folie et de désespérance malgré tout. Il n'est pas parler de folie. Non, mais quand je dis de folie dans univers parallèle. Dans cette roue, il pensait certainement que l'invasion de l'Ukraine et puis la domination de ce pays se ferait en 2-3 mois et que ça serait terminé. Il se rend compte que ça dure, il se rend compte que l'Occident a réagi, il se rend compte que son armée finalement n'est pas aussi puissante que cela, en tout cas ne tire pas profit du matériel qui est à sa disposition. Moi, je pense que c'est vraiment mon dernier mot là-dessus. S'il y a ceux qui peuvent encore, et je partage ce que vient de dire Judith Ventrop là-dessus, si les Chinois, les Indiens peuvent encore faire entendre raison, si tant est soit-il qu'on puisse lui faire entendre raison. C'est la question. C'est la vraie question. Effectivement, c'est que les Chinois eux-mêmes n'ont pas intérêt à ce que la planète s'embrase, parce que l'économie chinoise. D'ailleurs, vous disiez, Judith, que Xi Jinping tient d'une main de fer, mais en interne, les choses sont pas aussi simples que cela. Mais c'est justement pour ça que le régime se durcit. Il a une réalité domestique, Xi Jinping. Les choses sont pas jouées. Donc là encore, personne n'a intérêt à commencer par ceux qui ont l'oreille de Poutine, personne n'a intérêt à aller sur cette voie-là. Donc est-ce qu'il utilisera, est-ce qu'il appuiera sur le bouton? On ne peut qu'espérer que non. Voilà. Oui. Et le comportement d'Emmanuel Macron qui, à l'ONU, a fait ce discours assez ferme, mais en fait, il n'est pas un peu impuissant. Oui, c'est ça. Aussi, bon, c'était un beau discours, mais la partie intéressante qui a donné lieu d'ailleurs à une interprétation un peu biaisée. On a dit qu'il s'adressait aux pays africains, qui restent neutres, sans prendre position sur ce conflit. Mais en fait, le message s'adresse à la Chine. Oui, c'est ça. C'est un message la Chine qui est la clé de la situation. Oui, Frédéric? Non, j'ai pas d'avis particulier là-dessus. Moi, ce que je note, c'est quand on interroge les Français sur l'attitude d'Emmanuel Macron depuis le début du conflit, ils sont plutôt en jugement positif parce qu'il y a une certaine légitimité. Et puis on se souvient comme ça lui a entre guillemets bénéficié pendant la campagne présidentielle, l'effet drapeau. Les Français, ça les rend, y compris des sympathisants du RN, des sympathisants de la gauche. Voilà. Peut-être pour terminer, donc notre ministre de l'Éducation qui était aux États-Unis, je ne sais pas si vous avez suivi, Judith, le ministre de l'Éducation qui s'exprime aux États-Unis en anglais et qui regrette que le concept de race ne soit pas admis en France. Voilà. C'est vaste. Un grand combat antiraciste, c'est restaurer le concept de race. Une sorte de synthèse de tout ce qui vient d'être dit. Tout ce qu'on a dit tout à l'heure, mais je viens de voir ce tweet. Le remplacement à l'éducation nationale du républicain Jean-Michel Blanquer par le woke modéré, comme il se définit lui-même, Pap Ndiaye, est un drame. Moi, je ferai une remarque sur le plan plutôt relation à Amérique, société américaine, société française. Alors, je ne sais pas dans quel contexte Pap Ndiaye a prononcé ces mots. Moi, je suis plutôt, en tant que Français, plutôt à expliquer à nos amis américains les valeurs qui sont les nôtres et pourquoi est-ce que nous avons d'autres options. Je ne critique pas la leur parce que c'est une société qui s'est bâtie sur des communautés ethniques, ethno-religieuses, et donc dont ils essaient de se défaire au cours des siècles derniers, mais je leur explique, et d'ailleurs ils sont toujours très intéressés, je leur ai très souvent dit que nous reconnaissons
avant tout des individus, avant de voir un homme, une femme, un noir, un blanc. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir des problèmes de discrimination, mais ce qui veut dire que notre objectif, ce n'est pas de se laisser dépasser par la question de ne pas rentrer dans une logique victimaire. Absolument, parce que cette logique-là fait que finalement, il y a toujours cet élément qui vous sépare. Et ce qui est intéressant, c'est que moi, ce que j'entends, mais je suis un homme de la base, beaucoup d'Américains me disent, et y compris dans les communautés afro-américaines, cette idée-là, ce principe-là nous intéresse et nous interpelle. C'est ça qui fait garder. Raison pour laquelle Donald Trump a eu le nombre de voix qu'il a obtenu. C'est aussi le candidat anti-woke. Ouais. Mais c'était face à des étudiants afro-américains à l'occasion du rassemblement Oui, mais justement, Valérie, moi je les connais, je fais souvent, je suis invité dans les universités américaines, ce sont des sujets que je traite, mais justement, j'ai envie de dire, j'accepte d'aborder le sujet sous cet angle-là, c'est-à-dire d'affirmer ce que sont... Non mais c'est important. Oui, ce que lui, c'est pas ce qu'il fait. Moi, j'ai pas entendu le tweet, donc je vous dis simplement quelle est ma démarche franco-américaine. C'est de dire, essayons d'expliquer à nos amis ce que nous faisons, sans pour autant critiquer la leur, parce qu'elle n'a pas complètement donné que des résultats on a des histoires différentes. Bien sûr, c'est ce que je dis. C'est ce que je dis. Il explique que pour s'attaquer aux discriminations, il faut identifier les quartiers les plus pauvres et y investir davantage dans leurs écoles. Voilà. Retour. Oui, mais il y a de très bons ouvrages. On a eu l'occasion sur votre plateau de parler de la discrimination spatiale aux États-Unis. Il y a des travaux, mais là-dessus, les républicains comme les démocrates ont leur part de responsabilité. Merci à tous les quatre. C'est trop court, 1 heure quand vous êtes là. Merci à vous. Valérie. Dans un instant, ce sont les médias. À vous tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio.